élections, c'est lié au port autonome de Lomé, et c'est lié aussi aux élections présidentielles de 2010 que Faure a prétendu avoir gagné. Et donc, au-delà de l'affaire judiciaire, c'est une affaire suffisamment politique qui concerne les Togolais. C'est le port autonome de Lomé, un joyau de notre pays que Sylvanus nous a laissé en héritage, mais qui a été bradé à des multinationales. Donc, le juge a pris son ordonnance le 19 mars 2026, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Et Maître Iou va nous expliquer d'abord ce que c'est, et il va nous faire la genèse de cette affaire-là, il va nous expliquer l'ordonnance, les implications de cette ordonnance-là, et puis après, on prendra juste quelques questions et on finira le live tranquillement pour que demain, on retrouve le dossier du dimanche. Alors, Maître Iou, soyez les bienvenus. Oui, bonsoir. Bonsoir Maître Iou, c'est un plaisir de vous retrouver en ligne. Vous êtes avocat au barreau de Paris, au barreau de Lille. Vous êtes avocat dans le dossier de Bolloré, aux côtés des parties civiles, notamment Feu Agbome Kodjo et Madame Adjamagbo, qui sont parties civiles dans ce dossier. Il y a aussi Sherpa, qui est une ONG aussi en France, et puis il y a Anticorps, qui sont parties civiles dans le dossier. Le juge d'instruction Tourner a rendu son ordonnance d'une cinquantaine de pages, renvoyant M. Bolloré Est-ce que d'abord vous pouvez nous faire la genèse de façon rapide de ce dossier à l'affaire Bolloré? Oui, merci Ferdinand, et merci à tous ceux qui sont là pour écouter cela et suivre ce qui se passe dans le dossier Bolloré. Le dossier Bolloré, en tout cas celui dont on parle, date des années 2019, 2009 plutôt, 2009-2011 au Togo et en Guinée. Les choses qui se sont passées au Togo en 2009, 2010 et 2011 et qui ont amené l'ouverture de ce dossier concernent effectivement la cession du port de Lomé, qui a coïncidé, parce que on va l'appeler comme ça pour l'instant, avec les élections de Faure-Gnassingbé en 2010. Et cette transmission de la gestion du port à Bolloré n'était pas si anodine que cela. Donc, en 2013, ce qui a fait que le dossier a été connu, c'est qu'en 2013, il y a eu des sommes qui ont transité entre des comptes que ici nous avons notre organisme qui s'appelle Tracfin à repérer. Et ces sommes-là, qui sont des sommes importantes, concernent ces personnes-là, concernent Bolloré et ses collaborateurs, en lien avec leur fonctionnement en Afrique. Donc, Tracfin a donc saisi le parquet, le PNF, Parquet national financier, pour une ouverture d'enquête préliminaire, puis les choses sont poursuivies. Et c'est comme cela qu'on a découvert que ces sommes qui ont transité entre les comptes de ces gens-là en France, en Corse et à Monaco, ça vous ne le trouverez pas dans l'ordonnance parce que c'est dans le dossier, concerne en fait le financement de la campagne électorale de Faure-Gnassingbé au Togo et de M. Alpha Condé en Guinée.
Alors, je voulais une précision pour ceux qui nous suivent là. Donc, vous dites clairement que les fonds ont transité par Monaco, la Corse, et puis un troisième lieu. Oui, c'est-à-dire que les gens qui sont concernés il y a eu des virements sur leur compte. Voilà, je ne peux pas donner plus de détails puisque le dossier n'est pas encore plaidé. Et je ne donnerai pas non plus le nom des personnes qui avaient leur compte à cet endroit-là. Ce n'est pas voilà. Mais il y a eu, ce sont ces financements, enfin ces comptes qui ont fonctionné, de l'argent important qui passe d'un compte à un autre et qui n'est pas vraiment justifié. On ne sait pas à quoi ça correspond. Ça lève automatiquement le bouclier de Tracfin. Et c'est comme cela que Tracfin a voulu fouiller plus loin. On sait que les acteurs, en tout cas les bénéficiaires de ces sommes-là, finalement, sont les mêmes qui vont être impliqués ou en tout cas vus dans le dossier de Faure Gnassingbé et de Alpha Condé. Alors, je ne parlerai pas du dossier d'Alpha Condé parce que c'est la Guinée, mais c'est le même système. Il faut tous savoir que c'est le même système qui a fonctionné là-bas. La seule différence, pourquoi la Guinée est plus ou moins sortie du dossier, c'est que le dossier de la Guinée est prescrit. Il y a eu une prescription de l'action au moment où l'ouverture du dossier a été faite. Donc, effectivement, là, dans ce que, quand l'instruction a commencé, on a vu qu'au fait, il y avait à Lomé, au cours de l'année 2010, il y a une élection présidentielle en cours. Et dans cette élection présidentielle, Bolloré, une société du groupe Bolloré a financé d'abord à hauteur, c'est ce qui donne à hauteur de 300 000 la campagne électorale de Faure Gnassingbé, mais cette somme est sous-évaluée. 300 000 euros. Ouais, mais c'est sous-évalué, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est comme cela que les juges se sont dit, mais attendez, au nom de quoi Havas, enfin le CGG, qui est du groupe Havas, va financer la campagne présidentielle d'un président africain, notamment togolais. Dans la poursuite de l'instruction, ils vont découvrir qu'effectivement, cette somme qui a été consacrée à la campagne de Faure Gnassingbé, je dirais, c'est l'iceberg. Voilà, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la partie visible de la chose. Et en même temps, en 2010, souvenez-vous, vous verrez, Bolloré est venu au Togo, il a été reçu quasiment comme un président de la République, avec tapis rouge. Voilà. Et donc, les juges se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans une procédure judiciaire, à partir du moment où l'ouverture d'un dossier est fait comme ça, il procède à des perquisitions. Donc il y a des perquisitions chez Bolloré, chez ses collaborateurs, il y a des perquisitions chez Pabre-Sili. Hein. Il est cité dans le dossier. Il est cité dans le dossier qui est décidé. Voilà. Ouais. Et c'est toutes ces perquisitions ont donné lieu à des saisies de certaines pièces qui vont nourrir le dossier par la suite. C'est comme ça que les choses ont débuté en 2010. Et l'instruction de cette affaire, c'est pour vous le dire, l'instruction de cette affaire a commencé en 2013. Sur le détail de l'affaire, comment Bolloré et choses se sont fait leur deal, ça c'est très long à expliquer parce que, au fait, c'était du donnant-donnant. Je vais faire court, c'était du donnant-donnant.
Faure Gnassingbé demande le soutien de Bolloré et en contrepartie, on lui donne le port autonome de Lomé. C'est ce qui s'est passé. Le port qui avait une concession de 10 ans, il est passé à 35 ans et on lui a accordé des avantages fiscaux énormes. Et donc, ils ont signé un avenant de 35 ans. Voilà. Un avenant de 35 ans. Voilà. Avec des avantages. Avec des avantages fiscaux énormes. Ils ont vanté la construction du 3e quai. Voilà, la construction du troisième quai. Exact. Dans le coût a été jugé par certains observateurs très élevé. Très élevé. De 300 milliards à l'époque. Ouais, exact. Voilà. Et au-delà de cela, mais il y a eu l'embauche du demi-frère de Faure Gnassingbé. Ouais, Patrick Bolouvi, qui a été embauché, à Havas. Voilà, directeur de la branche de communication de Bolloré. Voilà, alors que ce monsieur, apparemment... Il n'avait pas les compétences. Il n'a aucune compétence là-dessus. Voilà, et puis il ne venait pas au travail. Mais il était payé à 8 500 € par mois. Ouais, il n'allait pas au boulot et c'est les agents même de Bolloré qui se sont plaints. Qui ont signalé son incompétence. C'est la mesure. Il n'était pas au boulot, mais il était payé gracieusement. Exactement. Avec d'autres avantages, logement, voiture, voilà, tout ça. Prise en charge, domicile et tout. C'était la totale. Et tout ça, ça ne se justifiait pas. Donc, en droit français, effectivement, lorsque vous faites ça, on appelle ça une corruption d'agents publics étrangers et avec tous les autres détournements de fonds publics ils ont mis toutes les préventions possibles et on arrive à un moment où l'instruction va amener le juge, parce qu'au départ c'était pas le juge Tourner, après on a passé à un autre juge et après il est revenu. L'instruction va amener l'affaire à demander une commission rogatoire pour qu'on entende des personnes au Togo. Et il y a une des personnes qui était très importante dans cette affaire, c'est M. Gaffan. M. Charles Gaffan, qui est actuellement le PDG de Africa Logistique. Il était le représentant au Togo de Bolloré, un bras droit de Faure Gnassingbé. Il a aussi un cadre de UNIR. On le voit d'ailleurs sur les photos quand Bolloré est venu à Lomé, on le voit vraiment un proche. Hein, et ce monsieur n'a pas répondu à la commission rogatoire. Ça dit qu'il devait être entendu, il n'est pas venu. Et donc il n'a pas été entendu par le juge. Ce qui est regrettable, c'est que au Togo, on n'a pas fait non plus d'efforts pour s'expliquer sur ce dossier. C'est vrai que s'il était venu ici, je crois qu'il serait placé en garde à vue aussi, parce qu'il a joué un rôle plus que conséquent, dont les détails sont dans le dossier. On l'a envoyé, il a fait des missions d'ailleurs dont le contenu, il n'y a que lui, Faure Gnassingbé et Bolloré qui le savait, qui le connaissait. Hein. Vous savez, quand on envoie quelqu'un directement pour parler de voix à voix, c'est pour éviter que les choses se sachent. Donc, le juge voulait savoir ce qu'il est venu en France, parce qu'il a été envoyé spécialement par Faure Gnassingbé vers Bolloré pour des choses, pour dire, je pense, pour affaire. Mais le juge voulait savoir ce qu'il est venu dire. Et Faure a pris soin de préciser que c'est son homme de confiance et que tout ce qu'il aura discuté avec Bolloré, il faut savoir que c'est lui sa confiance totale. C'est ça. Donc, mais il n'est pas venu. Et depuis, il semble qu'il ne vient plus en France, ce monsieur. Mais ça s'explique parce que il est toujours, l'instruction n'est pas terminée, il n'est pas jugé, il était toujours recherché jusqu'à maintenant où l'ordonnance qu'on vient de rendre, ce qu'on appelle une ordonnance, c'est que... En lisant l'ordonnance, on lit quelque part qu'il est toujours recherché par la justice française et qu'il n'a pas vérifié en France depuis 2018. Et donc il est recherché comme un délinquant. C'est ça, absolument. À partir du moment où
vous êtes considéré comme un délinquant et qu'on vous recherche, bah, vous êtes toujours recherché, c'est sûr. Bah oui, c'est clair. Donc, si jamais demain il vient, l'affaire n'est pas encore close, elle n'est pas jugée, on peut toujours une précision, faire une réouverture, voilà. Une précision supplémentaire, est-ce que c'est seulement en France qu'il est recherché ou bien c'est dans l'espace Schengen? Alors, quand on lance le mandat, c'est dans l'espace Schengen, normalement. Si le juge qui a fait la commission le diffuse en tant que quelqu'un recherché dans l'espace Schengen, généralement, les gens, quand on vient ici, on prend un visa de l'espace Schengen, on ne prend pas un visa pour la France. Donc, s'il est recherché, normalement, ça doit être dans tout l'espace Schengen. Donc, en résumé, comme ça a été dit dans l'ordonnance du juge, depuis 2018, Charles Gaffan n'a plus mis pied dans l'espace Schengen, puisqu'il est recherché comme un délinquant. Ouais. Selon ce qui est décrit, oui, il est considéré comme un délinquant et un délinquant qu'on cherche justement pour une affaire d'État, qui n'est pas une petite affaire. Donc à ce niveau-là, le juge aujourd'hui, avant que le juge ne rende son ordonnance, il y a le procureur du PNF qui avait déjà fait son réquisitoire. Il avait déjà rendu son réquisitoire en juin 2024 d'ailleurs. Et le réquisitoire, il est aussi accablant, même plus accablant que l'ordonnance. En fait, quand on dit réquisitoire du procureur, c'est lui qui accepte et autorise la poursuite de l'instruction par le juge d'instruction et que le juge d'instruction peut continuer par décider soit d'envoyer les gens devant le tribunal, soit de les laisser. Hein. C'est ce qui est dit. C'est soit une ordonnance de renvoi, soit une ordonnance, l'ordonnance comment l'appelle-t-on? L'ordonnance n'envoie pas certaines personnes. Et c'est le cas de Gaffan dans le dossier. Lui n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel parce que, comme on n'a pas pu l'entendre, on l'a pas écouté, il ne s'est pas présenté, voilà. Et on le recherche en vain, et donc oui, on ne peut pas, les éléments ne sont pas, mais il ne le trouve pas. Les éléments ne sont pas suffisants pour le renvoyer. C'est ça, au moins, vous savez comment le droit marche en France. Si ça avait été dans certains pays, on vous a entendu, on ne vous a pas entendu. À partir du moment où on estime que vous êtes dedans, mais on vous renvoie quand même devant le tribunal. Non, ici, on ne l'a pas entendu. Donc, le principe du contradictoire n'a pas pu se faire, n'a pas eu lieu. Il n'a pas pu se défendre, il n'a pas pu donner les éléments pour qu'on sache si les éléments sont suffisants ou pas pour le mettre en examen. Donc, on a considéré que lui ne peut pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Sinon, le reste... Une question. Oui. Toujours pour éclairer la religion de ceux qui nous suivent. Alors, concernant le cas Charles Gaffan, puisqu'il est recherché par la justice française, il y a un mandat d'amener qui a été délivré contre lui. Oui. Je l'ai lu dans l'ordonnance qui est là. Et il n'arrive plus depuis 2018 dans l'espace Schengen, comme ça a été dit dans l'ordonnance. Si l'affaire est jugée en décembre, est-ce que plus tard il aura des ennuis? Ou bien après que l'affaire soit jugée, il peut revenir en France et repartir tranquillement? Alors, quand l'affaire sera jugée définitivement, quand je dis définitivement, c'est que soit il y a eu des appels, que l'appel a fini, qu'on a une cassation, que la cassation est finie, et que l'affaire n'est plus au tribunal, il peut se déplacer. Mais il y a un risque toujours, parce que l'affaire est jugée, mais les juges, un juge peut toujours dire l'affaire est jugée, lui n'a pas été jugé, au fait. Parce que à partir du moment où vous n'êtes pas jugé, on peut toujours vous juger. S'il fait partie des gens qui ont été jugés et là on vous a relaxé,
vous ne pouvez plus être poursuivi. Mais là, le document qui le suit, la commission rogatoire qui a été émise, l'ordonnance de sa recherche, le mandat d'amener, il est toujours valable. Même après le jugement. Parce qu'il n'est pas, lui n'est pas jugé. On n'a pas dit qu'il est innocent. Non. On dit les éléments ne permettent pas de le poursuivre pour le moment. Voilà. D'accord. Totalement différent. D'accord. Il y a ceux qui sont déjà décédés, mais qui ont été cités dans l'ordonnance, quand j'ai lu l'ordonnance. Oui. Il y a Pabré-Sili, qui était ministre du Tourisme, et puis il y a aussi Kanekatoa Yao, qui était le patron du patrimoine togolais à l'étranger. Oui, qui est décédé aussi, je crois, ce monsieur. Oui. Ils avaient joué un rôle aussi dans cette affaire, M. Pabré-Sili et puis Kanekatoa. Oui, non seulement ils ont joué un rôle, mais ils ont des biens dont l'acquisition les sources de financement de l'acquisition de ces biens-là sont mises en doute. Voilà. Donc c'est bon, à partir du moment où les gens sont morts, on peut plus les juger. Ils ont précisé que Pabré avait un appartement aussi, c'est pas s'il a toujours à Saint-Ouen et puis Kanekatoa et tout ça. Bon, bref. Tout à fait. Je ne sais pas si d'ici là s'ils sont gardés ces biens ou s'ils les ont vendus, mais on n'a pas procédé à la saisie. Conservatoire, voilà, de ces biens-là. Donc, je pense que la famille, les héritiers sont toujours propriétaires de ces biens. Donc, on en est là aujourd'hui où ce qui est malheureux aussi, ça peut se comprendre, c'est que dans ce dossier, Faure Gnassingbé est la tête de pont, c'est lui l'homme principal du dossier. Mais son immunité le protège. Mais il est protégé par l'immunité. Vous comprenez pourquoi il n'a jamais voulu laisser le titre de président ou autre chose au Togo, parce que ça le protège à tous les niveaux. Il a une immunité qui fait qu'on ne peut pas le poursuivre. Mais pour les Togolais, j'espère qu'un jour, il y aura une ouverture de dossiers, d'autres dossiers qui feront qu'on lui demandera des comptes sur cette affaire, parce que c'est beaucoup d'argent du Togo. Quand on parle des milliards que le Togo perd dans cette affaire au bénéfice de Bolloré. Bolloré faisait vraiment des chiffres énormes dans les ports africains, et il n'y avait pas que le port, il y avait ces sociétés à côté, il y avait Havas par exemple aussi. Il y avait Havas, il y a Havas, et il y a aussi ils ont eu aussi les marchés sur le plan internet et tout ça avec le groupe Vivendi. En fait, moi je me rappelle qu'on a fait beaucoup de dossiers sur Bolloré au niveau du journal Alternative. Justement, quand les gens s'égosillent pour parler de la France-Afrique, voilà les grands dossiers de la France-Afrique qu'on a eu à traiter pendant longtemps. Et aujourd'hui, selon vous, par rapport à ce dossier, puisque c'est le port autonome de Lomé qui a été bradé au groupe Bolloré, quel est l'intérêt aujourd'hui du peuple togolais à connaître la vérité? Alors, l'intérêt du peuple togolais à connaître la vérité, c'est que d'abord, on parle des finances publiques de l'État togolais. L'argent du port n'appartient pas à Faure Gnassingbé. C'est de l'argent des Togolais. Que ce soit au port ou ailleurs, c'est les fonds. En fait, c'est les finances de l'État des Togolais qu'on a bradé, on a juste jeté par la fenêtre en donnant ça aux gens. Donc, le peuple togolais est la première victime dans cette affaire. Lorsque l'affaire a commencé, et lorsque Madame Adjamabo et le feu Abiobé m'avaient saisi à l'époque en disant on souhaiterait, c'est moi-même qui l'a proposé d'ailleurs, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur les partis civils. Les partis civils. Donc le peuple togolais, je ne sais pas si les gens se rendent compte
de la manière dont Faure Gnassingbé et ses acolytes jettent l'argent des Togolais, tout simplement. Ils jettent l'argent des Togolais parce que, juste pour leur intérêt, ce qu'on a fait à Bolloré, les cadeaux qu'on a fait à Bolloré, mais c'est ce qui ne rentre pas dans les fonds, dans l'État togolais. C'est-à-dire qu'ils bradent les bijoux de famille en contrepartie de leur pouvoir, pour le maintien au pouvoir. Totalement. Et, eux, ils s'en foutent. À partir du moment où il est là, les sommes, déjà, la cession qui a été faite de façon, voilà, je dirais même, c'est cadeau, voilà, le cadeau qu'on lui a fait, c'est autre chose. Les impôts qu'il devait payer, on l'a exonéré des impôts. Toutes les recettes qu'il faisait, il pouvait les ramener totalement en France, c'est ce qui a été fait. Donc, en réalité, les Togolais n'ont bénéficié de peut-être ce qu'on peut considérer comme les gens ont pu faire, c'est qu'il y a eu des gens qu'on a recrutés sur place, des salariés qui sont payés au lance-pierre à 1 franc 6 sous. Mais ça, ce n'est pas ça qu'il faut pour le pays. C'est la dilapidation, comme on dit, de l'argent des Togolais qui se fait depuis des années et à tous les niveaux. Vous avez ça au port, vous avez ça peut-être au truc de phosphate, vous avez peut-être ça partout. Mais ça, les gens ne se sont pas rendus compte. Parce que si les gens s'étaient rendus compte que ça se passe comme ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne continueraient pas à soutenir Faure Gnassingbé et son groupe. Ce n'est pas juste pas possible. Tout ce qu'on a donné à Bolloré, c'est ce que vous n'avez pas en hôpitaux, en route, ce que vous n'avez pas en classe d'université, c'est ce que vous n'avez pas en lycée construit, c'est ce que vous n'avez pas en commissariat construit, c'est ce que vous n'avez pas en salaire de fonctionnaires, c'est ce que vous n'avez peut-être même pas en salaire des militaires, des policiers, des infirmiers, des médecins. C'est ça, un pays. Mais à partir du moment où on a donné cet argent-là, parce que c'est des milliards et des milliards et des milliards, qu'on donne à quelqu'un un cadeau qui s'en va avec, mais nous, on est perdants. Le pays est perdant, ça, il faut le dire. Oui, on est perdant. Et déjà, quand vous voyez aujourd'hui l'état même de la zone portuaire, où les voies d'accès ne sont même pas bitumées, où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de cadre de vie, ceux qui travaillent au port, notamment les dockers, sont payés au lance-pierre. On a fait pas mal d'articles sur le port autonome de Lomé, sur les agissements de Bolloré, mais quand je lis quand je jette un coup d'œil dans cette ordonnance-là, je le disais tantôt, qui fait une 50aine de pages, il y a des choses quand même assez ahurissantes qu'on apprend dans cette ordonnance, même si toutes les pièces n'y figurent pas. Quand on parcourt cette ordonnance-là, on tombe vraiment des nues et on se pose la question, comment un dirigeant qui aime son pays, qui aime son pays, peut brader des richesses comme ça, juste pour son fauteuil présidentiel. Même ceux qui, je suis certain que même les juges français n'en reviennent pas, que des Africains puissent se comporter comme ça. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même quelques organisations qui se sont constituées en partie civile. Il y a d'abord Feu Agbome Kodjo, paix à son âme. Il y a Madame Adjamagbo du côté du Togo. Ça, c'est les deux personnalités qui se sont constituées partie civile et qui vous ont sollicité pour les représenter dans le dossier. Mais il y a aussi Sherpa, qui est une ONG française qui lutte contre la corruption. Et puis il y a Anticorps. Alors, parlez-nous un peu de ce processus de partie civile. Comment est-ce que ça a été constitué? Alors, les partis civils, nous, on aurait souhaité vraiment qu'il y ait plus de Togolais constitués partie civile, pas individuellement. Est-ce que c'est encore possible? Déjà, ça, c'est une première. Oui, bien sûr. C'est encore possible. Alors, être partie civile, on peut le faire même le jour de l'audience.
Alors, ceux qui nous suivent, vous entendez très bien. Pour le moment, dans ce dossier, il n'y a que 2 personnes qui étaient parties civiles côté togolais, Madame Adjamagbo et Monsieur Agboumi qui est décédé. Et Maître Igou nous dit que jusqu'à la dernière minute, d'autres personnes ou organisations peuvent encore se constituer partie civile. Il suffit seulement de remplir les conditions qui sont posées par la loi. Lorsque, si c'est une association, il y a des conditions. Il faut d'abord que l'objet de l'association soit en lien avec la défense des intérêts financiers ou autres du Togo ou des finances du Togo. Il faut que vous ayez que vous existez au moins 5 ans avant la commission de l'infraction et de toute façon les gens n'ont rien à perdre à faire la demande. Soit vous êtes accepté comme partie civile, soit vous êtes rejeté. Moi, lorsque j'avais fait ma demande pour Madame Adjamagbo et Monsieur Kodjo à l'époque, je vous assure que je n'étais pas sûr qu'on puisse accepter leur condition de partie civile, mais j'ai senti à l'époque que Madame Prévost-Després, qui est la juge qui instruisait le dossier en ce moment-là, et non pas le juge Tournaire, elle voulait que des Togolais soient partie civile dans ce dossier-là. Elle aurait aimé. Je vais résumer ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. C'est-à-dire que vous avez fait la démarche et vous avez senti que le juge français lui-même souhaitait que les Togolais se constituent partie civile dans ce dossier. Exact. C'est incroyable. Parce qu'elle ne comprenait pas que dans ce dossier, la personne au Togo ne fasse. Monsieur manifeste, voilà. Et c'est même étonnant que l'instruction qui a commencé en 2013, personne ne s'est manifesté, ni du côté victime. Dans la diaspora, comme au Togo, il y avait plein d'associations dans la diaspora, personne ne s'est manifesté pour être partie civile, ni au Togo, et il n'y a qu'à l'époque, Madame Adjamagbo et M. Agboumi qui ont eu le flair de se constituer partie civile. De se manifester, parce que l'un et l'autre étaient candidats aux élections de 2010. Donc ça, c'était justifié. Lorsque on a posé un peu la question du côté du gouvernement togolais en disant, mais en fait, c'est les finances de l'État togolais qui souffrent de cette affaire-là. Donc, même l'État togolais pouvait se constituer partie civile. Et la réponse qu'on a entendue, c'est de dire que c'est une affaire franco-française. C'est-à-dire, c'est ce que le Togo a dit. C'est le Togo a dit, cette affaire, c'est entre la France et les Français entre eux. Ça ne nous concerne pas. Ce qui est faux, parce que totalement d'accord. Si vous lisez, en lisant l'ordonnance, on voit tous ceux qui sont impliqués là-dedans, les transactions des bien fonds, évidemment. On voit très bien que j'ai pris le temps de lire l'ordonnance totalement, j'ai vu. Le nombre de fois où on cite le nom de Fonia Singbe, le nombre le nom de Patrick Bolovi, le nom de Fabrice Sili, le nom de Yao Kanikatua, le nom de Charles Gaffan et tout. Voilà, tout ça là, ce n'est pas des Français, hein, c'est pas la France. C'est des Togolais. C'est des Togolais. Donc l'affaire concerne principalement le Togo d'abord. Mais on sait très bien que ces gens ne veulent pas qu'on lève le voile sur les choses et ont refusé systématiquement d'apporter leur concours au juge d'instruction dans cette affaire. C'est ce qui c'est ce qui reste grave pour les gens comme M. Gaffan, parce que à partir du moment où il a refusé d'apporter son concours à la justice française, il restera sous le coup de ce mandat-là. Ça, c'est sûr et certain. Monsieur Gaffan, non seulement il est totalement mouillé dans cette affaire, il est une pièce maîtresse, mais il s'est soustrait à la justice française et la justice française le considère comme un délinquant ambulant. Exact. Ben oui. C'est clair. Si vous, non seulement les éléments
qui sont dans le dossier démontrent que vous êtes impliqué. Ce n'est pas seulement présupposé, mais vous êtes impliqué. Ceci étant, on vous donne l'occasion de vous défendre parce que le droit français c'est cela. On vous donne l'occasion de vous expliquer, éventuellement de vous défendre et peut-être de vous soustraire de cette affaire pour qu'on puisse vous disculper. Mais vous refusez carrément de répondre à la justice. C'est vrai que à partir du moment où vous faites ça, vous permettez, maître, c'est clair que lorsque on lit cette ordonnance-là et toutes les informations qui sont dedans, Monsieur Gaffan était un envoyé personnel de Faure Gnassingbé auprès de Vincent Bolloré, et donc Faure Gnassingbé a certainement dit à son ami, donc Charles Gaffan, de ne pas répondre devant la justice française parce que si jamais il le faisait, tous les secrets seront dehors. Donc Monsieur Gaffan ne fait peut-être certainement qu'exécuter peut-être le souhait de Faure Gnassingbé de ne pas répondre. Certainement. C'est la pièce principale, Monsieur Gaffan. Exact, c'est une pièce principale du dossier. Lui, il est vraiment l'élément maîtresse de la situation, et il ne peut pas ne pas dire certaines choses. En tout cas, il ne peut pas ne pas répondre à certaines questions qu'on aurait pu lui poser s'il était venu devant le juge d'instruction. Malheureusement, je crois il sait d'ailleurs, il sait que s'il vient, peut-être qu'il ne pourra plus retourner à Lomé. S'il n'est pas venu, certainement aussi que c'est Faure Gnassingbé qui lui a interdit de venir. Et si Faure Gnassingbé lui interdit de venir, il viendra pas. Il ne viendra pas répondre devant les juges. C'est le seul regret que moi j'ai pu avoir dans cette affaire, parce que on aimerait avoir leur version, leur position. Pourquoi ça? Pourquoi vous avez fait ça? Et pourquoi vous êtes amené, je sais pas, pourquoi vous êtes amené à procéder de cette manière-là? C'est de la délinquance, c'est du voyou, c'est du banditisme organisé d'État. Et ça, ce n'est pas tolérable, c'est pas bien. Si nous on le dit, vous comprenez très bien que les magistrats se disent, mais si ces pays-là fonctionnent de cette manière, on comprend pourquoi il n'y a rien qui marche dans ce pays-là. Et certains de leurs participent à cet état de choses. Dans ce dossier, M. Bolloré et ses collaborateurs ont tout fait pour dire, que cette affaire ne les concerne pas, parce qu'eux aussi disent que c'est une affaire des Togolais. Et deux, que en fait, ils n'ont jamais corrompu qui que ce soit, qu'ils n'ont jamais, les pièces disent autre chose. Ouais. Voilà. Est-ce que vous permettez que je puisse partager avec tous les compatriotes qui nous suivent, sans trahir quoi que ce soit, puisque c'est dans l'ordonnance, le message que Faure a fait porter à Vincent Bolloré par Charles Gaffan? Oui. Alors, c'est l'une des pièces du dossier qui a été saisie. Oui. Donc, courrier de Faure Gnassingbé à Vincent Bolloré. Et c'est Charles Gaffan qui a porté ce courrier-là. Et je vous lis, c'est dans l'ordonnance. Voilà ce que Faure Gnassingbé écrit, ce qu'il a remis dans les mains de Charles Gaffan pour Bolloré. Je voudrais me réjouir des liens de partenariat exemplaire qui unissent le Togo et le groupe Bolloré, et m'appuyer sur ce que nous entretenons personnellement pour dépêcher auprès de vous, Monsieur Charles Gaffan, point. Mon envoyé spécial, qui a toute ma confiance, saisira cette opportunité pour vous livrer un message verbal. Voilà. Je n'ai aucun doute que vous accorderez foi et crédit à tout ce qu'il vous dira de ma part, surtout lorsqu'il vous renouvellera l'expression de ma cordiale estime. Donc c'est une pièce qui est dans le dossier 822-6. C'est ça. Donc, je vous relis la pièce. Elle a été saisie, c'est une pièce du 15 septembre 2009. Courrier de Faure Gnassingbé à Vincent Bolloré que Charles Gaffan a porté en main propre. Donc Faure Gnassingbé écrit
à Vincent Bolloré ceci. Je voudrais me réjouir des liens de partenariat exemplaires qui unissent le Togo et le groupe Bolloré et des liens de partenariat et m'appuyer sur ce que nous entretenons personnellement pour dépêcher auprès de vous, Monsieur Charles Gaffan. Mon envoyé spécial qui a toute ma confiance saisira cette opportunité pour vous livrer un message verbal. Je n'ai aucun doute que vous accorderez foi et crédit à tout ce qu'il vous dira de ma part, surtout lorsqu'il vous renouvellera l'expression de ma cordiale estime. Voilà. Alors, cette lettre, elle est très parlante parce que ce qui est important dans cette lettre, c'est pas la lettre. Ouais. Ce qui est important, c'est dans la lettre, puisqu'il a dit que c'est un message verbal. Ouais. Voilà. Ce qui est important, ce n'est pas le contenu de la lettre, c'est ce que verbalement. Ouais. Charles Gaffan doit transmettre. Voilà. Et ça, les juges auraient aimé. Écoutez Charles Gaffan. Voilà. Ce que M. Gaffan est venu dire à M. Bolloré à ce moment-là. Parce que c'est très important. C'est ce que je dis. À partir du moment où le monsieur, il est porteur d'une lettre, mais on ne dit rien, quasiment rien dans la lettre. On dit seulement faites confiance à cette personne. La personne va vous donner des éléments de ma part. Alors, c'est quoi cette affaire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est venu dire d'aussi important qu'on ne peut pas l'écrire, qu'on ne peut pas... C'est ça, quand on rentre dans des circuits que moi je qualifie parfois de mafieux, c'est comme ça. Et il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne s'écrivent pas, mais qui se disent d'homme à homme. Et c'est ce qui a été fait. Et les magistrats auraient aimé entendre M. Gaffan sur cela. Malheureusement, voilà. Il n'a pas répondu. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans le dossier pour le compte de feu Agbome Kodjo, Madame Adjamagbo. Et dites-nous comment ça se passe avec cette partie civile-là. Alors, pour le moment, en tant que partie civile, moi, on récolte les éléments qui sont nécessaires pour justifier et apporter les éléments de preuve de ce que ces personnes sont victimes. Alors, la difficulté qui s'est posée, c'est le décès de M. Kodjo. Oui, le décès de M. Kodjo fait que aujourd'hui, il n'y a que ses héritiers qui peuvent venir en suppléance à sa constitution de partie civile. C'est qui ces héritiers, maître? Oui, il y a que... Pardon? C'est qui ces héritiers? Des héritiers politiques ou les héritiers de famille? Les héritiers, sous-entendu, non, les héritiers de famille, parce qu'il a subi à la fois un préjudice sur le plan politique, mais aussi un préjudice sur le plan familial. Ces héritiers politiques auraient pu aussi, mais il suffisait d'apporter, je ne sais pas comment son parti était constitué, qui était le vice-président, si dans l'organisation de ces élections, qui était avec lui, mais personne ne s'est manifesté. En dehors de lui, personne ne s'est manifesté à cette époque-là. Moi, c'est vrai que 2010, moi, je n'étais pas au Togo, je ne sais pas comment les élections ont été organisées, je crois que son parti, c'est MPDD, je crois, à l'époque, qui l'a représenté, mais dans l'organisation de MPDD en tant que parti politique, aurait pu... 2010, pour rafraîchir la mémoire à ceux qui nous suivent, il y avait Fogna Simbe comme candidat, il y avait le candidat du FRAC, Jean-Pierre Fabre, il y avait Agbome Kodjo qui était le candidat de MPDD, je pense. Il y avait Madame Adjamagbo, il y avait Madame Adjamagbo qui était candidat de la CDPA, il y avait, je pense, Maître Agboibor qui était aussi candidat, et puis bon, je pense qu'il y a eu d'autres petits candidats aussi dont je ne me rappelle plus trop. Voilà ceux qui étaient les plus grands candidats pour l'élection de 2010. Monsieur Fabre aurait pu aussi, hein.
se porter. M. Fabre était candidat. Il y avait Gogué, quelqu'un disait Gogué aussi. Il y a Gogué qui était candidat aussi. Et donc, c'est pas toujours tard pour les gens de se constituer partie civile, c'est ça? Ah non, ce n'est pas trop tard. Le problème, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi ces gens ne se sont pas manifestés. Alors, il y a eu des associations qui se sont manifestées un peu tardivement et la demande est faite. Il y a eu, le juge l'a pas tout reçu, mais on a fait appel là-dessus et ça, on verra au mois de mai. Je crois, avril ou mai, je ne l'ai plus en tête, pour reprendre un peu les arguments et justifier. Mais il y a des personnes au Togo qui sont concernées, qui sont des victimes concernées par cette affaire. Ne serait-ce que, par exemple, je pense qu'au port, il doit y avoir une association des gens au port qui sont des victimes directes de cette affaire. Il y a au Togo des riverains qui, la construction du troisième quai... La construction du troisième quai a créé des dommages énormes pour les riverains. Exactement. Ouais. À ces gens-là. Mais personne de ces gens, tous ces gens-là sont des victimes directes qui pourraient plus se constituer partie civile. Mais personne. Alors, est-ce que les gens ont peur au Togo de se constituer partie civile et que après on les arrête à Lomé, tout ça? J'en sais rien. Non, Madame Adiamagou est partie civile. C'est vrai qu'il y a un moment qu'on lui crée des histoires, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Non, je pense que être parti, c'est votre droit, c'est le droit tout simplement. Les gens qui ont subi d'énormes préjudices au niveau de la conscience de ce cas-là, je ne comprends pas que aucun ne peut dire, mais moi j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ça, j'ai perdu j'ai perdu des choses en raison de la conscience de ce troisième cas qui était le fait de M. Bolloré et Fogna Sibé. Voilà, c'est des gens qui auraient pu se manifester pour le faire, mais personne ne le fait. Alors, toujours dans ce qui étonne d'ailleurs les magistrats français. Les magistrats français sont étonnés que les Togolais ne se bousculent pas pour être partie civile dans cette affaire, qui est d'ailleurs notre affaire, qui concerne un joyau de notre pays, le port autonome de Lomé. Mais il y a deux associations françaises qui sont là-dedans, Anticor et puis Sherpa. Oui. Alors, Anticor et Sherpa, c'est deux associations qui ont, je dirais, pignon sur rue sur le plan international. Ouais. Et très souvent, elles apportent leur soutien à tout ce qui concerne, parce qu'il y a cette partie qu'on reproche à Bolloré au Togo, hein, cette partie comment l'appelle-t-on, corruption d'agents publics, détournement de fonds et autres. Mais ces associations considèrent généralement que c'est une violation des droits de certaines personnes, de certains peuples. C'est pour cela que Sherpa et Anticor sont là. Tout ce qui est corruption qui concerne des gens en France ou ailleurs, dès que Sherpa et Anticor savent qu'il y a corruption, leur objet, c'est de lutter contre tout ce qui est corruption, ici comme ailleurs, dans le monde. Donc ils sont toujours là, à ce titre-là, pour défendre les intérêts de ceux qu'on considère comme des victimes de voyous dans le monde des affaires. D'accord. Et donc... les avocats de M. Bolloré ont tenté de faire éjecter Anticor et Sherpa. Ils n'ont pas réussi parce que c'est des associations. Ah oui, donc les avocats de Bolloré ont voulu faire éjecter Anticor et Sherpa de la partie civile. Oui. Ah ouais. Oui, ils ont tenté, en disant qu'elle n'avait pas intérêt dans cette affaire. Et je crois qu'à un moment donné,
je crois, Sherpa, ce Sherpa ou Anticor, n'avait pas son agrément renouvelé. Mais entre-temps, l'agrément a été renouvelé. Donc, ils ont profité à ce moment-là, dit non, il ne faut pas les recevoir. Ils n'ont pas, on avait plaidé une partie de ce dossier là-dessus, où ils refusaient carrément la constitution de partie civile des deux. Alors, nous poursuivons cet entretien avec Maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille, qui est dans ce dossier Bolloré aux côtés des parties civiles togolaises, notamment Feu Agbome Kodjo et puis Madame Adjamagbo. Le dossier Bolloré est un dossier très intéressant qui concerne les Togolais en premier, et quand vous lisez l'ordonnance de renvoi du juge en correctionnel, c'est un document très très intéressant, rempli d'informations, de révélations. J'ai passé la journée hier à le lire totalement, c'est une 50aine de pages. Alors, nous allons faire monter quelques amis, au moins 5 personnes au plus, pour poser exclusivement des questions d'éclaircissement à monsieur Ahmed Iou, juste sur le dossier. Il y a des gens qui posaient des questions tout à l'heure dans les commentaires. Comment on fait pour devenir partie civile? Est-ce qu'on peut devenir partie civile jusqu'au dernier jour du procès? Vous allez poser ces questions-là. Les modérateurs vont faire monter au plus 5 personnes, parce que on va mettre fin au live. Il y a un live demain. Donc, on va monter quelques personnes pour poser des questions exclusivement sur le dossier à Maître Iou, et puis il prend le temps de vous répondre. On a encore 15 minutes ou plus 20 pour terminer ce live-là. Merci Aïcha d'être montée. J'espère que tu vas bien. Tu as des questions à poser à Maître Iou, tu peux les poser. Voilà, à toi la parole. Bonjour tonton Ferdinand, merci pour tout ce que vous faites. Merci monsieur Alex pour vos explications. J'ai suivi avec attention et avec un cœur qui est chaud. Ma question c'est que, est-ce que les Togolais qui vivent au Togo, qui ne sont pas en France par exemple, mais ils sont au Togo, peuvent porter plainte au jour d'aujourd'hui, et quelle est la procédure qu'elles doivent prendre pour le faire? Alors, porter plainte, alors, c'est différent d'être partie civile. Oui. La plainte a déjà eu lieu. Les éléments qui ont été retenus, aussi bien pour le Togo que pour la Guinée. J'ai parlé de la Guinée, je me suis pas trop étendu sur la Guinée. Il faut savoir qu'exactement ce que Bolloré a fait avec Faure Gnassingbé au Togo, il a fait exactement la même chose en Guinée. C'est d'ailleurs cette coïncidence qui fait que les juges n'ont pas de doute sur le mécanisme mis en place, parce que les deux étaient candidats à une élection présidentielle, les deux étaient plus ou moins contestés dans leur pays, et les deux étaient financés par le même organisme de Bolloré. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour répondre, oui. Est-ce que je peux, comment on appelle ça, je peux apporter de l'eau à votre moulin? Vous vous rappelez qu'en 2017, quand Alpha Condé s'est invité dans la crise togolaise, nous étions parmi les journalistes qui avaient dénoncé la médiation d'Alpha Condé en attirant l'attention de l'opposition que Alpha Condé allait les trahir. Mais l'opposition, je vous assure que la classe politique, en tout cas certains leaders, se sont attaqués à nous. Et pourtant, on savait déjà que dans cette affaire Bolloré, Alpha Condé et Faure Gnassingbé étaient de connivence. Mais au-delà de ça, c'est que Alpha Condé, lorsqu'il a été condamné par Lansana Conté, lorsqu'il était opposant, il y a des mois qui est intervenu pour sa libération. Et quand il a été libéré, il a été accueilli au Togo, il est resté pendant longtemps au Togo avant de repartir en exil. Donc, lorsque Alpha Condé est rentré dans le jeu pour devenir médiateur aux côtés du président ghanéen, j'ai fait plusieurs articles et j'ai même été attaqué par les opposants qui m'ont insulté, et à la fin, Alpha Condé les a balancés. Et voilà, aujourd'hui... Les gens étaient naïfs. Voilà. Les gens étaient vraiment naïfs, parce que, en fait, Alpha Condé et Faure Gnassingbé étaient dans un autre dossier ensemble depuis longtemps. Voilà.
depuis longtemps, depuis ça date depuis 2001, 2009, 2011. Donc, en ce moment-là, déjà, ils avaient déjà bâti. D'ailleurs, dans le dossier, le fond du dossier, c'est Faure qui a conseillé Bolloré d'aller en Guinée. D'aller en Guinée. D'aller en Guinée, c'est Faure qui a dit à Bolloré. C'est Faure qui a dit à Bolloré d'aller en Guinée. Pour soutenir Alpha Condé. soutenir Alpha Condé. Voilà. C'est lui. C'est lui qui l'a envoyé, c'est son ami. Voilà. Donc il fallait lui donner aussi un coup de main dans les courriers qui ont été échangés. Vous voyez qu'il fallait lui donner un coup de main. Et donc il est parti. Bolloré est parti là-bas. Après ils ont fait, ils ont écrit un bouquin, je sais pas quoi là, dit pour la campagne qui a coûté la peau des fesses. Avec Bernard Kouchner. Voilà. Et tout ça là, au fait, Haïti a raison de dire que malheureusement les opposants n'ont pas vu cette affaire venir en 2017 parce que c'est la continuité de leur bandit. Monsieur Alex, voilà. Mais qu'est-ce qui empêche d'autres opposants de faire exactement ce que Mme Adjamamou a fait? Qu'est-ce qui ça, je ne sais pas. Alors, c'est ce que j'ai pas encore répondu à votre question. Vous me dites si les gens peuvent porter plainte. Oui, les gens peuvent se porter partie civile. Parce que la plainte, elle existe déjà. La plainte, c'est l'État français même qui a déposé plainte. C'est l'État français qui poursuit les gens. Par contre, rien n'empêche un juge togolais de poursuivre les acteurs de cette affaire au Togo. Mais bon, ça, c'est un rêve, parce que je sais très bien que c'est les mêmes personnes et que aucun juge au Togo n'aura cette... Alors, il y a, à la suite de la question de Aïcha, il y a quelqu'un qui demande, maître, quelle est la procédure pour se constituer partie civile? Alors, la procédure pour se constituer partie civile, c'est juste de prendre un avocat, de donner les éléments qui permettent de justifier qu'on est partie civile. Alors, j'ai donné certains éléments tout à l'heure. Par exemple, je dis, les gens qui ont été victimes du troisième quai, ils auraient pu, il suffit seulement qu'ils apportent les éléments en disant, moi je m'appelle tel, je suis né là, je vivais là, quand on a fait le port, voilà ce qui s'est passé, ce que j'ai subi. Je demande à ce que M. Bolloré répare. Ce n'est pas l'État français qui va, c'est M. Bolloré qui est dans cette affaire et ses acolytes. Que mon préjudice soit réparé. Il y a les partis politiques qui étaient à l'époque, qui étaient qui étaient dans les élections, participant aux élections, ces partis politiques peuvent toujours se manifester, mais elles n'ont pas fait. Alors, comme les Togolais ne se sont jamais manifestés, les seules personnes qui se sont manifestées après, c'est Mme Adjamamou et M. Kodjo. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que si vous avez une foule de gens qui viennent demander d'être partie civile, que les juges ne se disent ben, vous étiez où pendant tant de temps. Peut-être certains seront acceptés, peut-être d'autres non. Donc là, parce que là, on va donner un travail supplémentaire aux magistrats, parce qu'il faut analyser les éléments que l'on donne pour être admis comme partie civile. Mais ce n'est pas impossible. C'est un droit. Être partie civile, c'est un droit. Je le répète encore, ces personnes-là peuvent encore le faire jusqu'au jour du procès. Si vous avez, si vous êtes une victime, vous pouvez toujours le faire. Et ça se fait pas à travers l'avocat. Vous déposez la demande. Il faut motiver la demande. C'est ce qu'on appelle une demande motivée de partie civile. Et puis on accepte votre constitution de partie civile, ou on peut refuser aussi votre constitution de partie civile. Mais pour moi, ça n'engageait ces gens-là à rien de faire la demande à l'époque.
que ce soit les partis politiques ou les sociétés civiles victimes de cette affaire-là. Parce qu'il y en a. Pour moi, il y a beaucoup plus de victimes que Mme Adjamabo et M. Kodjo. Hein. D'accord. Il y en a beaucoup plus. Merci d'avoir répondu à Aïcha. On va avancer. Merci beaucoup Aïcha d'être montée pour poser. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc Aïcha, si tu veux te porter partie civile, tu sais quoi faire. Il y a M. Zachary, je pense. Ouais, vous pouvez poser les questions. Bonsoir mon très cher frère et ami M. Ferdinand. C'est Zachary Mama Wali, du nom de Zach Maza. Ah ouais, salut. Donc, dans tous les cas, je remercie ici mon très cher compagnon de lutte, Alexis Soubou, avec qui j'ai travaillé dans le gouvernement de feu Dr Agbomé Vincent Kodjo pendant 4 ans. C'est un dossier qui nous a beaucoup pris du temps. Et je profite encore pour dire merci, surtout à notre maître Alexis Soubou pour tout le temps et les sacrifices qu'il a investi dans ce dossier, dans la Constitution et surtout dans le suivi et jusqu'à l'heure actuelle. Donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est un dossier qui date depuis 2010 et que Dr Agbomé Vincent Kodjo a pris ce dossier très sérieux parce qu'il savait ce que représentait le port autonome de Lomé en eau profonde dans l'économie du Togo. C'est un poumon, c'est-à-dire pour notre pays, que Fort Ressources Nyasimbe et son système ont bradé pour des centaines de milliers de francs, ce qui est inadmissible, flambant ainsi, c'est-à-dire tout processus de développement. Des milliards, hein? Des milliards. Donc lui, là, il y a seulement que des centaines de millions pour des milliards que Bolloré et son entreprise vont engranger. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier encore la justice française pour le dossier là. Il faudrait que nous, en tant que Togolais, on peut aller à la question pour gagner du temps, s'il vous plaît. Oui. Pour la question, c'est que actuellement que le dossier continue par être toujours suivi, est-ce qu'il n'est pas encore possible que nous apportions surtout le support à Alexis Soubou, parce que Alexis Soubou est accepté déjà dans le dossier. Quels sont les supports qu'on doit lui apporter? Parce qu'il faudrait que le peuple togolais le supporte. Quels sont les apports que vous attendez, c'est-à-dire du peuple togolais en général, pour que vraiment le dossier là puisse aboutir, c'est-à-dire, comment on dit, à l'éclatement de la vérité et que le dédommagement soit fait à la hauteur du préjudice que cela a fait subir au peuple togolais pendant des années. Et comment également rompre, c'est-à-dire ce contrat qui est vraiment d'une vilainie inexplicable. Merci encore une fois. Alors, M. Zachary, avant Maître Alexis Soubou, je peux vous dire que nous travaillons beaucoup sur ce dossier-là. Moi, en tant que journaliste, ayant aussi beaucoup traité l'affaire Bolloré, nous faisons des échanges d'informations, de documents. S'il y a d'autres Togolais qui ont des documents à apporter pour étoffer ou pour permettre à l'avocat de défendre les intérêts des parties civiles, pourquoi pas. Donc, moi, je suis très à fond dans ce dossier aux côtés de Maître Alexis Soubou. Et voilà, l'appel est lancé à tous les Togolais. Ça, c'est un travail que nous faisons sans bruit, tranquillement, pour le bien de notre pays. Voilà, on n'a pas besoin de venir faire la publicité sur ça. Mais, comme vous venez de le demander, s'il y a d'autres Togolais, par exemple, les gens qui sont victimes de la construction du troisième quai, je sais que ces gens-là ont fait publier beaucoup d'articles dans la presse, ils m'ont même saisi en disant, s'ils peuvent se constituer et envoyer des documents à Maître Alexis ou être déjà dans le dossier, ils n'ont plus besoin de prendre un nouvel avocat, il suffit de venir rencontrer Maître Alexis ou de lui transmettre les dossiers. Et si d'aventure Bolloré est condamné à vous dédommager, au moins les maisons que vous avez perdues sur la côte là-bas, vous allez récupérer un peu d'argent chez Bolloré. C'est aussi ça, aussi l'enjeu. Donc, à vous de voir. Nous, on ne va pas tout faire. On ne va pas aller de maison en maison pour supplier les gens, mais ici, c'est un espace où on échange, où aussi on essaye de partager des informations qu'il faut. Donc, Maître Alexis, il est à la disposition de tous les Togolais. S'il y a des gens qui ont intérêt
Niger a agi dans ce dossier-là, ils peuvent approcher Maître Alexis Ou. Maître, j'ai peut-être un peu répondu à votre place, non, mais vous avez complément. merci Ferdinand d'avoir répondu. C'est exactement ce que j'allais dire parce que ce qu'on peut attendre des gens, c'est d'apporter. Il y a Sikavi les modos, vous pouvez faire monter Sikavi. D'apporter des pièces, d'apporter des éléments qui puissent concourir à la manifestation de la volonté de ces victimes-là. C'est ça, surtout que c'est de ça que je sais qu'avec Ferdinand, on échange déjà beaucoup là-dessus et il y aura des choses qui heureusement qu'il est là parce que franchement, on ne cessera jamais de te remercier parce que toutes les publications que tu as eues, même avec les contestations de certaines personnes, on se rend compte aujourd'hui que c'est d'une utilité ultime. C'est importantissime d'avoir les documents de l'époque. Parce qu'il n'y a pas que tout ce qui s'est passé après, mais ça fait des années, plus d'une dizaine d'années, que Alternative publie des dossiers sur Bolloré. Bon, certains croyaient que ça ne sert à rien ou que ça, mais aujourd'hui, on se rend compte de l'utilité de cela. Et c'est hyper important d'avoir tous les documents qui concernent le dossier Bolloré et le port de Bolloré, même ceux qui ne concernent pas le port uniquement, parce qu'il y a le port, mais il y a aussi toutes les sociétés annexes qu'il avait à côté. Et ça, on en a besoin. Et si les gens, effectivement, qui sont à Lomé ont des documents qui concernent cette affaire, je suis preneur. Alors, il y a Sikavi qui veut poser question, on peut le monter. Il y a Jeanne Junior, on peut le monter aussi. Alors, protocole, vous avez la parole pour poser quelques questions. Beaucoup, Ferdinand, merci beaucoup, maître, pour ces explications très pertinentes. J'avais d'abord une petite question. Je ne sais pas si dans cette affaire, il y a aussi une infraction d'abus de biens sociaux qui est en cours parce que j'ai un document devant moi dans lequel, dans cette affaire Bolloré, il est également évoqué des infractions d'abus de biens sociaux commis courant 2009 et 2010 au préjudice de la société Euro RSG résultant de la facturation irrégulière des prestations pour la campagne électorale de Fonya Simbe au Togo en 2010 et d'abus de confiance au préjudice de la société SNSDV Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Si, au fait, ces infractions-là existent, mais c'est ce qu'on reproche aux dirigeants d'avoir fait au fait, ils ont pris l'argent de la société pour faire des choses qui ne correspondent pas à l'objet de la société. C'est ça, c'est ça qui est qualification de détournement de fonds et d'abus de biens sociaux. EuroSDG, c'est des sous-sociétés qui appartiennent au groupe Bolloré. Ouais. Et c'est bien mentionné d'ailleurs dans le document, dans l'ordonnance de renvoi. Donc ils sont dedans. Cette infraction est qualifiée, elle reste valable. Ouais. Merci, protocole. Madame Sikavi, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maître Alex. Alors, j'ai une question. Je reviens sur la constitution de parti civil. Et vous avez mentionné qu'il faille prendre un avocat. Ce qui est tout à fait normal, mais connaissant vos honoraires, pardon, chers confrères, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Alors, d'où la question de est-ce qu'il est possible une class action dans cette affaire? Alors, la class action n'existe pas en droit français en tant que tel. C'est-à-dire que chez nous, les avocats peuvent toujours faire une convention d'honoraires avec une partie fixe et une partie proportionnelle. Ce n'est pas comme aux États-Unis où l'avocat finance et se fait un partage moitié-moitié ou moitié ou 60-40. Non, c'est interdit en France. Par contre, je vais donner une réponse beaucoup plus claire là-dessus. Monsieur Awali est parti. S'il était là,
il peut témoigner que depuis que j'ai commencé à défendre ce dossier de M. Agbéomé, je n'ai jamais sollicité d'honoraires de la part de M. Agbéomé Kolo. Jamais. C'est un patriote, et je rappelle que Maître Iou défend déjà quelqu'un comme Franklin Yamsi gratuitement. Donc, Maître Iou, il est dans ce dossier en tant que patriote, il se bat pour la vérité pour les Togolais. Ça n'empêche quand même pas que s'il y a des Togolais parfois qui veulent contribuer à ces déplacements, quand il doit se déplacer de Lille sur Paris et tout ça, ça c'est pas... voilà, donc il est dans ce dossier en tant que patriote. C'est ça. Si Mohamed, en fait, vous avez d'abord répondu en partie à ma deuxième question qui allait suivre, la question du pro bono. Oui. Si vous pensez qu'effectivement c'est possible et dans ces conditions, ne pouvant pas le faire seul, si vous pensez, je sais pas, vous accompagner d'autres avocats qui peuvent prendre ce dossier pro bono avec vous. C'est quelque chose, c'est une bonne question, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on avait tenté. Alors, tout au départ, on avait tenté de faire carrément un collectif d'avocats pour assurer vraiment, parce que nous, que ce soit moi ou mes autres confrères, on était partis dans l'idée de faire un collectif, d'abord pour avoir beaucoup de poids dans le dossier et avoir beaucoup de nos compatriotes partis civils. C'est-à-dire les associations, les gens dont j'ai cité tout à l'heure qui pouvaient venir. Et je me souviens qu'on avait fait deux ou trois réunions avec les gens de Lomé, hein, ceux qui sont susceptibles de se faire, de se présenter. Et parmi nous, il y a, parmi les avocats, on avait un Européen, il y avait un Blanc. Ouais. Lui, on ne pouvait pas lui dire on va faire quelque chose de nous défendre gratuitement. Ah non, ça ce n'est pas possible. D'abord, il n'est pas togolais, donc il n'a pas son intérêt. Et ensuite, voilà, lui, les gens... Et donc, ce processus a foiré. Parce que certains... comme moi, comme d'autres, comme Raphaël, on a dit on peut le faire vraiment sans mettre l'argent devant. Et sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et donc on s'est retrouvé. Moi, je me suis retrouvé avec deux clients à qui j'ai expliqué que je me battais d'abord pour le Togo. Comme je me bats toujours ailleurs aussi pour le Togo d'abord, voilà, je ne dis pas que le jour où je gagne et qu'on veut me payer, je dirais non, mais au moins, vous savez, moi, quand je travaille, j'ai un logiciel sur lequel je travaille. La somme qui se trouve sur mon logiciel, qui normalement devait être facturé, me payer, si je vous le dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire. Mais je n'ai strictement pas, même pas le centième de ça. Donc c'est ça qui est problème. Donc c'est vrai que si des avocats veulent s'associer à moi pour travailler sur le dossier parce que ils sont prêts à travailler comme je le fais, mais pourquoi pas? Le problème c'est que c'est rare de trouver des avocats qui vont accepter de faire cela pour nous. Je ne crois pas. Si on a essayé, ça n'a pas marché. Alors, voilà. Je pense qu'on va compter sur Monsieur Ferdinand pour lancer le cri d'alarme vers les juristes qui peuvent aider. Non, mais la question est très... Non, mais parce que ça, c'est très intéressant dans la mesure où si ça peut aider. Moi, je travaille déjà beaucoup avec Maître Iou sur la documentation. Il y a plein d'ONG, même des ONG ici en France qui m'ont contacté pour avoir des documents, des éléments. J'avoue que c'est un dossier sur lequel on ne dort pas, mais c'est pas des choses qu'on dit sur la place publique. Mais s'il y a d'autres Togolais qui sont disponibles, parce que c'est une question de disponibilité, qui sont patriotes et qui veulent se mettre dans la danse aux côtés de Maître Iou pour apporter un plus à ce qu'il fait déjà, ils seront les bienvenus. Et Maître Iou, ça c'est important.
Il a une méthodologie de travail, c'est quelqu'un d'assez rigoureux, il est très droit, il est patriotique. Si ces conditions sont réunies, les gens peuvent rejoindre Maître Iou pour faire ce travail-là, ça n'y a pas de problème. Et puis, il vient de le dire encore, il n'est pas encore tard pour que d'autres Togolais ou associations ou organisations se constituent partie civile jusqu'au dernier jour du procès, même le jour du procès. Donc, il reviendra aux Togolais de juger s'ils veulent se constituer partie civile ou pas. Et le procès, je rappelle que c'est début décembre. Ouais. Bon, si les gens ont des vidéos, si les gens ont des documents qui sont... Voilà, c'est intéressant de les avoir. Ok, mais maintenant que l'action publique est lancée, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose. Oui, c'est aussi un cri que je lance à mes compatriotes. Si nous pouvons aider par quelques moyens que ce soit, bon, je pense que maintenant l'heure n'est plus au secret. Si on peut faire quelque chose, mes chers compatriotes, si vous m'entendez, allons-y, mettons la main à la poche. Moi, j'ai le privilège d'avoir lu l'ordonnance de renvoi, et ça fait 50 pages. C'est quand même un document, c'est une bombe, quand même. C'est ça. Je l'ai toujours dit avant, parce que ça me sorte, j'ai toujours dit que c'est une bombe. Très intéressant, et puis vous voyez comment nos richesses sont bradées pour peu, par des dirigeants qui sont vraiment inconscients. Donc, voilà la réalité. Bon, ça dépend des Togolais parce qu'on passe trop de temps à bavarder plutôt qu'à travailler sur les réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Donc, bon, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui bavardent. Il y a Florline qui est là. C'est noté, merci. Merci Madame Sika. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y a Florline qui est là, vous pouvez la monter. On prend encore 2 ou 3 personnes, mais avant de faire monter 2 nouvelles personnes, j'ai 2 questions qui me sont arrivées inbox que je vais poser à Maître. C'est des compatriotes qui m'ont posé la question. Quelqu'un me demande de vous demander est-ce que Interpol peut arrêter M. Gafa aux États-Unis ou au Canada par exemple? Non, alors je ne sais pas, je ne crois pas parce que le dossier, pour que Interpol l'interpelle, il faut d'abord que la France ait saisi Interpol. Je ne pense pas que Interpol ait été saisi dans cette affaire. D'accord. Surtout qu'il n'est pas mis en examen. On n'a pas pu le mettre en examen. Si on l'avait mis en examen, qu'il a échappé à ça, peut-être qu'on l'aurait recherché par voie Interpol. On serait même allé le chercher par voie, par la force. D'accord. Une autre question, est-il possible de poursuivre les banques togolaises telles que Ecobank et Société Générale qui ont aidé Bolloré à faire rapatrier des milliards du Togo vers la France? Ça, ce n'est pas impossible, mais ça, c'est un procès au Togo, entre Togolais. La France ne peut pas poursuivre une banque togolaise pour avoir fait des facilités de transfert d'argent. Des transferts, parce que les transferts sont autorisés. Si les Togolais même jugent que ces transferts-là sont illégaux, il n'y a que le droit togolais qui doit s'appliquer. Et donc, oui, au Togo, si on cherche bien, on trouvera qu'il y a certaines choses, certaines transactions qui n'étaient pas dans la légalité, et on peut les poursuivre au Togo. Ou dans la région, je sais pas quelle est la juridiction la mieux placée, parce qu'il y a les juridictions de l'OADA aussi, qui peuvent, à mon avis, être saisies sur ces affaires-là. Mais il faut avoir les éléments concrets là-dessus. Hein. Si vous le dites, c'est que vous avez des éléments probants pour pouvoir le faire. D'accord. Est-ce qu'il y a encore, on prend encore 2 questions, s'il y a des gens. Franck Bodjona, vous avez fait une demande. Est-ce que vous avez fait une demande pour poser votre question? Il y a Fleur-Line qui n'a pas posé sa question. Fleur-Line, est-ce qu'on peut la monter si elle est là? Si elle veut poser une question, elle peut monter. Franck Bodjona, je vois qu'il veut aussi monter, poser une question. Faites la demande et puis, alors Fleur-Line, soyez la bienvenue. Allô? Allô? Ouais, soyez les bienvenus, Fleur-Line. Allô? Ouais. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui, on t'entend parfaitement. Jeune Junior fait la demande aussi. Franck Bourdieu a fait la demande et puis on va vous monter. Alors, Fleur-Line, vous pouvez poser la question au maître Alexis Niveau. Alors,
Bonsoir Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir Alex. Merci Bonsoir. pour le panel. Ma question, elle était simple. Je demandais si une association caritative peut se constituer en partie civile pour représenter des personnes depuis le Togo. Alors oui, j'ai expliqué, Florine, peut-être que tu n'étais pas... Déjà, merci pour tout ce que tu fais, parce que je te suis, hein, je suis tes lives souvent. Merci pour ce que tu fais pour le pays. On le fait, chacun le fait à sa manière et tu en apportes beaucoup. Et merci énormément comme J'avoue également. on le fait aussi. Être une association caritative ne suffit pas. Il faut voir l'objet qui se trouve dans cette association. Il faut que l'objet de cette association soit en rapport avec la défense des intérêts des finances publiques, par exemple, du Togo. La lutte contre la corruption. Dans cette affaire-là, celui qui est la victime, c'est le Togo. C'est les finances du Togo qui sont en jeu. Les gars, ils se sont amusés avec l'argent des Togolais. Donc ça, il faut voir comment est rédigé les statuts. D'ailleurs, il y a certaines associations qui avaient voulu à l'époque et leurs statuts ne correspondaient pas. On les a rejetés à cause des statuts parce que les statuts ne correspondent pas l'objet des statuts ne correspond pas au procès, au but du procès. C'est pour ça. S'il y en a qui l'ont dans leur statut, oui, elles peuvent toujours. Alors, Florine, tu as une autre question? Allô, Florine? Est-ce que c'est possible de se rendre en tant que civil au procès pour manifester? Je ne sais pas trop. Alors, si le procès est un procès public, le jour du procès est public, mais il faut savoir que le procès se tient sur 7 jours, hein, donc, parce que c'est un gros dossier, donc c'est pas un jour. Donc ça veut dire que si on veut vraiment s'organiser à manifester, on a quand même du temps, on a 7 bons jours. Alors, manifester ou être dans l'enceinte du tribunal. Voilà, c'est ça, c'est 2 choses différentes. Bon, c'est 2 choses il suffit qu'on soit un nombre consistant pour occuper les 2 places. Ah oui, alors pour assister, oui. Alors pour venir manifester, ça n'a pas de sens. Vous pouvez assister, mais sans faire du bruit à l'intérieur. Voilà, parce que l'audience, c'est d'abord, c'est ouvert, c'est l'audience publique, c'est pas comme les autres audiences que nous avons devant les juges d'instruction ou la cour, la chambre criminelle où c'est privé. Là, c'est une audience publique. Les gens peuvent venir écouter ce qui sera dit ces jours-là. Hein. Parce que c'est sur plusieurs jours. C'est sur moi, je tiendrai le sac de Maître Iou pour être je sais que tu vas venir, bien sûr. Ouais. Et la date, il y a Lyon qui demande la date. Lyon. Ah, les dates, c'est du 7 au 17. Du 7 au 17 décembre. Du 7 au 17 décembre, monsieur Lyon. Décembre. Ouais. Du 7 au 17 décembre. Ok, c'est 10 jours, sauf Oui, il y a 2 jours qui doivent être le week-end. des week-ends, voilà. Donc du 7 au 17, vous pouvez préciser le tribunal, maître? C'est le tribunal judiciaire de Paris, ce qu'on appelait tribunal de grande instance de Paris. Et je te donnerai après les éléments parce qu'il y a, quand on arrive là-bas, il y a la chambre, c'est la 32e chambre, il y a l'étage auquel il faut se présenter, mais ça, je peux donner ça, les éléments après pour que les gens comprennent. Voilà. Ouais. Donc, maître a donné la date et puis le lieu. Et il dit c'est un procès public, vous pouvez venir, vous pouvez être à l'intérieur, sauf ne pas faire du bruit. Si vous faites du bruit, le juge va vous sortir, la police va vous sortir. Mais vous pouvez être à l'intérieur. Est-ce que les gens peuvent filmer, maître? Non, c'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Donc on ne peut pas filmer. Si le procès doit être filmé, il n'y a que les magistrats qui décident et ils décident qui filme. Généralement, ça doit être uniquement les journalistes accrédités. Accrédités, voilà. Voilà, d'accord.
D'accord. Voilà tout pour moi, donc je vais laisser la parole à d'autres personnes. Et je voulais déjà dire qu'il y a mon frère Africa ici qui fait souvent des panels et qui a sûrement des questions très pertinentes qui souhaite monter. Donc... S'il est là, il peut monter Africa, il n'y a pas de problème. Franck Bojona, on a encore 10 minutes. Parce que demain, je dois faire un grand live, donc j'ai encore 10 minutes. Bon, Franck Bojona. Demain pour la grande presse. Merci infiniment, Flavie. Merci, maître. Ouais, merci, Flavine. Bon courage. Bonsoir, monsieur Ferdinand. Bonsoir, maître. Bonsoir. Ok, ma question est la suivante. Et quelle sera la suite pour le contrat que Bolloré a signé au Togo et qu'il a concédé à un autre à une autre compagnie actuellement? Quelle sera la suite? Il a vendu ses actions en Afrique. Oui. Oui, alors, ben, c'est intéressant de poser ces questions. En fait, c'est la question que les Togolais devaient se poser tous les jours. Parce que au moment où Bolloré est poursuivi et il sait que sa situation va être difficile à gérer dans les ports de choses. Il s'est débarrassé. Il a cédé son port à MSC. Alors, MSC, c'est une société italo-suisse. Avec des ramifications en France à l'Élysée, d'ailleurs. Des ramifications en France, et notamment à l'Élysée. Ouais. Avec l'ancien secrétaire de l'Élysée, Alexis Scolaire. Oui. Mais aujourd'hui, vous comprenez d'ailleurs, quand on dit aux gens que quand il y a des ramifications, il faut savoir que les intérêts de ces gens-là, c'est les mêmes, vous les retrouvez. Donc il ne faut pas croire que, par exemple, Faure Gnassingbé, pour qu'on le reçoit à l'Élysée, non, parce qu'il y a toujours quelque chose qui lie les gens. Et c'est pour répondre à ta question, Franck, c'est au fait, ce contrat-là, entre Bolloré et MSC, il est valable, donc il court. Voilà, c'est le jour où un Togolais prend le courage de prendre le pouvoir au Togo, il peut annuler ces contrats-là. Il peut dire, moi, ces contrats-là, je les annule. Je parle comme ce qui est arrivé dans les États de l'AES, c'est cela. Ils ont annulé des contrats, tout simplement en disant, ça, c'est des choses qui, vous nous avez bradé nos affaires, ça, on n'en profite pas, ces contrats-là, on les annule. Il n'y a que le pouvoir régalien qui peut décider. Donc, celui qui peut aujourd'hui décider d'annuler ce contrat, c'est peut-être Faure Gnassingbé aussi, lui-même. Sauf qu'il est le cerveau de tout ça. Il ne faut pas attendre ça de lui, puisque c'est lui qui l'a fait, ce contrat. Donc c'est malheureux à dire, mais MSC va continuer le contrat. Un contrat, c'est un contrat. Hein. Vous avez signé ça, il n'y a rien à... Voilà, sinon... Il n'y a qu'un pouvoir régalien qui peut décider avec les conséquences qu'il faut. Après, on peut passer dans des procès, c'est ce qui arrive souvent, mais le pouvoir politique peut décider du jour au lendemain, ce contrat-là, je n'en veux plus, je mets un terme à cela. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je ne pense pas que ça sera le cas demain au Togo. Malheureusement pour nous. Donc on va continuer par nous exploiter, on va continuer par nous prendre notre argent, on va continuer par nous dépouiller de nos biens, comme ça se fait depuis des années. Ça on le dit, je crois que Ferdinand le dit 10 000 fois aux gens, les gens ne l'entendent pas. Moi je vous dis aujourd'hui, voilà ce qui se passe avec pièce à l'appui. Votre argent au Togo, vos biens au Togo là, c'est bradé, vous n'aurez rien, on n'aura rien du tout tant que ces gens-là on prend les phosphates, c'est pareil, on prend le clinquet, c'est pareil. C'est pareil. Tout ça c'est pareil, mais c'est pareil. Dans le silence total, personne ne dit rien. Personne ne cherche à avoir les documents, les contrats, les analyser et
pu combattre le régime sur ce terrain-là. Personne ne dit rien. Ça fait des années que je fais des publications sur les phosphates. Je me suis rendu plusieurs fois dans ces endroits quand j'étais encore au Togo. J'ai interrogé des gens à Pémé, à Haoto, un peu partout. Et les dégâts sont énormes, mais personne ne dit absolument rien. Et c'est ça vraiment qui est vraiment terrible. De toutes les façons, le journaliste que je suis, ça fait des années que je fais beaucoup de choses à la fois, que je publie des documents, je publie des dossiers qui normalement devaient être relayés par les autres acteurs de la société, les syndicats, les responsables politiques, les ONG, pour mettre en difficulté le régime, pour demander des comptes au régime, mais personne ne bouge. Et ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, on a le dossier Bolloré et peu de Togolais se bousculent. Il y a des gens qui sont à Baguida et qui ont tous leurs maisons qui sont ravagées par les vagues. Et ça, c'est les conséquences du troisième quai. Et ces gens-là, ils sont venus plusieurs fois dans la presse. On a relayé leurs problèmes. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de saisir Maître Iou, qui ne va pas leur demander un seul franc pour pouvoir plaider leur cause. Si jamais demain, on demande à Bolloré de verser 100 millions, 200 millions, 300 millions, 500 millions, 1 milliard aux habitants de Baguida là-bas, mais vous aurez de l'argent pour être dédommagé par rapport à toutes vos maisons qui ont été englouties par la mer. Donc, monsieur Iou est là, Maître Iou est là, mais il revient aux Togolais de poser le premier pas, de prendre le courage à deux mains et dire, écoutez, on va agir parce qu'on a subi un préjudice. Donc voilà. Et donc ces genres d'émissions ou de live où j'invite monsieur Iou, c'est aussi d'éclaircir le dossier aux Togolais pour que ceux qui ont intérêt à agir puissent réagir en fait. Bien sûr. C'est dommage que les gens ne savent pas, ne connaissent pas leurs droits. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est malheureux à dire aussi parce que les gens disent oui, où passe notre argent? On sait où passe l'argent. La preuve, c'est que si on arrive à rien faire, si on n'a rien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de construction d'immeubles, d'habitation, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de choses pour vous. Mais c'est parce que l'argent ne revient pas aux Togolais. C'est aussi simple que cela. L'argent n'est pas au Togo. L'argent des Togolais, ça va dans les poches de ceux qui sont au pouvoir et de leurs complices qui sont à l'extérieur, qui sont des entreprises de l'extérieur. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et dans tout, à tous les niveaux. Si vous lisez ce dossier Bolloré, vous vous dites, mais ça, c'est ce que Bolloré a fait avec Fort Oignasigbe. Mais imaginez ce qui a été fait avant, par le père. Alors, avec beaucoup de choses. Merci Franck Boudjona. On va partir, on va voir Africa et puis prendre les dernières questions. Africa, vous avez la parole. Ouais. Merci Franck Boudjona. Merci à vous. Bonsoir Ferdinand, bonsoir Maître, bonsoir Franck. Merci pour ces explications qui permettent en fait aux Togolais de remettre l'église au centre du village. J'ai deux questions, mais j'ai aussi un appel. Je vais commencer par l'appel si vous le permettez. Nous avons depuis un moment une pétition qui est sur la page Facebook de Fleurline qui vient de passer. Une pétition à signer pour Madame Nyakadé, la libération de Madame Nyakadé. Des gens diront en fait que les pétitions ne servent à rien en Afrique. Peu importe, faisons l'effort de les signer s'il vous plaît. Il faut le faire. Nous sommes Madame Nyakadé a bouclé jeudi 6 mois de prison. Je dis rien. Voilà. 6 mois de détention. Voilà. Dans le silence total, Ferdinand, dans le silence total. Ouais. Et ça, on se pose la question, Togotoade et Boy Doumia. Donc, il y a une pétition en ligne sur la page Facebook de Fleurline, s'il vous plaît, faisons l'effort. Ça, c'est l'appel. J'ai mes deux questions. Et la première rejoint celle de Boudjona tout à l'heure. Nous tous, nous savons qu'un contrat est un contrat. Mais est-ce que, maître, si un collège d'avocats présente le fait que le contrat avec Bolloré a été signé dans un flou total et avec surtout ce procès adossé à une corruption. Est-ce que
demain, si un gouvernement arrive au pouvoir, il pourra, par un franc symbolique, se débarrasser de ce contrat avec le MSC. Oui, alors c'est ce que j'ai dit. Le contrat avec Bolloré, au fait, n'existe plus en tant que tel. Le contrat est maintenant avec MSC. Aujourd'hui, faire un collectif d'avocats pour chercher à faire annuler le contrat qui a été régulièrement signé. Quand je dis régulièrement, ça ne veut pas dire légalement, régulièrement parce que les deux parties étaient d'accord sur la chose, sur le prix. Ça a été fait, payé, c'est-à-dire Bolloré a vendu à MSC, MSC a payé Bolloré. Sans ce contrat-là, sera difficile à attaquer à notre niveau. On aurait pu peut-être contester le contrat quand le contrat était entre les mains de Bolloré à son époque. Mais ce n'est pas le cas. Le contrat n'est plus, le marché, le port n'est plus entre ses mains. Le marché est entre les mains de MSC. MSC dira, mais moi, j'ai acheté chez telle personne, j'ai payé. Un point, un trait. Par contre, maître, il y a une partie du port qui est dans les mains de MSC, la partie que Bolloré avait, et il y a LCT qui est dans les mains des Chinois. Et c'est les Chinois qui sont majoritaires à LCT. Une partie, d'accord. Ouais, ça, je ne savais pas qu'il a vendu ça en deux parts d'ailleurs. Donc voilà, donc cette partie-là, on ne va pas aller chercher ça chez les Chinois parce qu'ils ont payé. Bolloré, il a vendu les ports, tout ce qu'il a vendu en Afrique, il en a eu pour 7 milliards à peu près. 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, hein. Ouais. Oui. Donc, ce n'est pas petit, il a gagné des sous là-dessus, il est malin, il a pris de l'argent. Maintenant, ce que je dis, pour ce qui nous concerne, si demain quelqu'un prend le pouvoir et qui n'est pas d'accord avec la manière dont ce contrat fonctionne dès le départ ou au moment où il prend les rênes du pouvoir, il peut, c'est ce que on appelle le pouvoir régalien. Le pouvoir régalien, c'est que quand vous êtes chef de l'État, vous pouvez décider que demain, cette entreprise-là, je la nationalise ou j'arrête le contrat qu'il y a. Après, on peut vous faire un procès. C'est ce qui s'est passé au Niger avec l'uranium et Areva, voilà. Après, ça peut faire un procès, mais pour le moment, vous refusez. Vous pouvez le faire. Mais la seule personne qui peut le faire, ce n'est pas des avocats qui vont aller contester un contrat qui a été signé entre deux parties. Donc, les avocats n'étaient pas partis, ils n'étaient même pas intéressés à cela. Non, c'est le pouvoir politique qui doit décider que tel contrat aujourd'hui, ce n'est pas un contrat qui est viable pour le peuple, ça ne rapporte rien au peuple. C'est pareil pour le porc, c'est pareil pour la phosphate, c'est pareil pour les autres, le clinker, c'est pareil pour le pétrole, dont on sait qu'il y a des contrats qui se font, qui existent pour la vente du pétrole au Togo, mais on ne sait pas où passe cet argent du pétrole. C'est ça. Le Togo vend du pétrole, effectivement, mais il semble qu'il vend du pétrole du Gabon. Mais dans quelles conditions, dans quelle manière? Le contrat qui est signé, ben, personne ne voit ça. Et personne ne sait où passe cet argent. Et ça ne dit rien au Togolais. C'est pathétique. Moi, franchement, j'en suis souvent malade de savoir que on ne fait rien. Que bon, je n'accuse pas nos politiques, mais ils ont aussi un rôle à jouer. Les syndicats, les politiques ont un rôle à jouer, nos hommes politiques, c'est de demander des comptes quand même aux dirigeants. Le seul qui le fait tout le temps, c'est Ferdinand. Et Ferdinand, il n'est que journaliste. Lui, il fait des constats, il vous donne des éléments pour s'en servir. Mais vous ne vous en servez pas. Donc, je ne sais pas. Je pour répondre à la question tout court, non, les avocats ne peuvent rien faire. Deuxième question. Oui, merci maître. Ma deuxième question concerne en fait l'objet d'une association pour, comme vous l'avez dit, pour se constituer partie civile et pouvoir atteindre les objectifs que vous venez de préciser. Par exemple, un objet, si nous prenons pour cette association un pilier, le pilier 2 par exemple, défense des droits et lutte contre défense des droits et lutte contre des droits humains et lutte contre la corruption. Nous avons défense des droits humains,
dénoncer les violations des droits humains dans les pays d'origine et pays d'accueil, soutenir les prisonniers d'opinion, alerter les organisations internationales, organiser les manifestations, veille et documentation sur la corruption, prévention et sensibilisation anticorruption, action et lutte contre les pratiques illégales, soutien aux victimes de corruption, conseil aux autorités publiques et privées. Bon, ça c'est pas important pour ce qu'on dit. Oui. Est-ce que cet objet ajouté au pilier 4 qui est par exemple plaidoyer international, est-ce que ceci peut être intéressant pour... alors à partir du moment où l'association a pour but de lutter contre la corruption au Togo et prévenir ou préserver les intérêts publics des Togolais, oui, ça peut rentrer dans la cause. Ce point, il ne faut pas que tous les points rentrent, mais il faut au moins que 1 ou 2 points rentrent dans l'objet. Ça peut passer. Ça peut passer. Pour moi, si c'est une association qui lutte contre la corruption, oui. C'est ce que fait Anticorps, par exemple. D'accord. Ben, ça me rassure puisque, maître, si vous vous rappelez, on en avait déjà parlé, donc je reviendrai vers vous pour... On avait parlé, ça fait au moins 6 ou 8 mois, hein, le début de cette contestation, donc je reviendrai vers vous pour ça. Ferdinand, encore une fois, merci pour ce travail. Et nous, Batikonao. Je suis fatigué. Merci. On se fait fatigué. Alors, Gilles Junior, on prend vos questions et puis on va terminer. Et demain, on va se reposer pour le live. Ou bien, il y a Léon qui vous pose des questions, je ne sais pas. Gilles Junior, merci beaucoup, Africa. Oui, bonjour Papa Ite Bantor. Je salue tous mes prédécesseurs, hein, que ce soit Fleur-Lille et autres. Rapidement, je vais le faire. Maître Alexis, bonjour à vous. Oui, j'ai cru comprendre que vous êtes aussi dans une une association avec les avocats togolais de la diaspora et d'autres avocats et puis Maître Toblé et autres aussi. Est-ce que ces personnes ne vous aident pas dans la tâche que vous avez à faire concernant ce procès? Ça, c'est juste, voilà, c'est juste... Non, en fait, c'est 2 dossiers différents. Le collectif qu'on a constitué pour... je pense la torture, oui. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui concerne la violation des droits humains, des droits de l'homme, la torture, les choses qui se passent au Togo. Et là, on est en phase de préparation de collecte d'éléments pour un procès pénal. Ce n'est pas pour une partie civile. Là, dans le dossier Bolloré, qui est un vieux dossier, c'est... Voilà, je crois que pour le moment, je suis seul. Je suis le seul avocat togolais noir dans l'affaire. Vous savez, Bolloré, il a 6 avocats. Je me demande même comment vous faites pour se confronter à ce monsieur, parce qu'avec ces milliards, il peut avoir tous les... Notre boulot. Voilà. Mes questions vont être celles-ci. La première est comment aujourd'hui, vu qu'on nous parle d'une affaire franco-française et que ça va se juger en France... Ça, c'est les Togolais qui le disent. Les Togolais qui le disent, hein. C'est pas les Français. Donc on est d'accord qu'après le délibéré, les Togolais, en tout cas ceux qui se constitueront partie civile, seront dédommagés. C'est le but. C'est l'objectif. C'est l'objectif. L'objectif, quand on se constitue partie civile, l'objectif c'est on vient en tant que victime, on apporte les éléments qu'on est victime, on justifie par des pièces qu'on est victime, et le but c'est de se faire dédommager. Ok. Et peut-être une dernière question, donc ils vont être dédommagés, je suis ravi. Une dernière question et je vais chuter là-dessus. Je sais que M. Ferdinand n'aime pas ça, mais les Niatotogoto, mais beaucoup, nous avons beaucoup peur. Est-ce que, à un moment donné, est-ce que dans ces affaires qui engrangent qui concernent l'État togolais et une grande société et puis un grand monsieur, à savoir Bolloré, est-ce qu'il y a une possibilité de demander qu'une partie de la société civile se constitue
en anonyme, parce que n'est pas prisonnier qui a ça, mais toi, tout le monde est intimidé dans le pays. La peur ne résout rien, mais la population togolaise a peur. Est-ce que les Niatéo pour en tout cas ramener tout ce bon monde en partie civile, mais en anonymat, voilà. Ce qui est dit là, non, on peut pas être partie civile dans l'anonymat, c'est pas possible. C'est pas une balle masquée. Alors, ce qui est dit là est tellement intéressant, en ce sens que, en fait, c'est cette posture-là qui fait que Faure Gnassingbé, à chaque fois qu'il perd les élections, il garde le pouvoir, parce qu'il dit que les Togolais ont peur et qu'on peut rien faire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit il faut qu'à un moment donné, on se défasse de ça. Parce que avoir peur de quoi? Voilà, on a peur, ils nous volent. On a peur, ils nous arrêtent. On a peur, ils nous tuent, ils nous bastonnent, ils nous emprisonnent, ils violent nos filles, ils violent nos femmes. Mais de quoi on peut encore avoir peur? C'est ça. Ça, c'est une affaire où les gens peuvent se manifester parce que ils ont. Dans cette affaire-là, c'est beaucoup plus Faure Gnassingbé qui a peur parce que il a dit à son bras droit qu'il avait envoyé chez Bolloré, Charles Gaffan, de ne plus jamais mettre les pieds en Europe parce qu'il est recherché. Bien sûr. Et c'est dans le dossier. Charles Gaffan est qualifié dans le dossier comme un délinquant qui fuit la justice française. Oui. Depuis 2018, dans l'ordonnance du renvoi, Charles Gaffan ne met plus pied en Europe. Et ça, c'est Faure Gnassingbé qui le lui a dit, parce que c'est une pièce maîtresse. Je suis sûr que même Patrick Bolovi, il fait attention quand il arrive en Europe, où il ne vient même peut-être même plus. Et donc, c'est pour vous dire qu'en fait, ce dossier, il a d'abord un aspect politique. Avant d'avoir des intérêts pécuniaires, parce que c'est l'aspect politique qui intéresse nous tous qui sommes rassemblés ici, parce qu'aujourd'hui c'est le pouvoir de Faure Gnassingbé qui est traîné devant les tribunaux, et c'est ça qui doit nous intéresser en réalité, c'est ce gain politique que nous devons chercher dans ce dossier-là, vous voyez. Et donc moi je pense que c'est sûr que pour ceux qui viendront à l'audience, et ça fait le deuxième dossier qui colle au régime, il y a déjà une semaine le dossier sur les biens mal acquis, et là, le calendrier judiciaire sur le cas Bolloré est en train de s'accélérer. Tout à fait. Et ceux qui viendront à l'audience, ils entendront le nombre de fois qu'on va appeler le nom de Faure Gnassingbé dans ce dossier-là. Et vous verrez bien si c'est un dossier vraiment franco-français. Vous verrez bien. Le nombre de fois on va l'appeler, lui, son frère ou chose et les autres. Vous verrez. Dans ce dossier-là, il y a Bolloré, il y a Faure Gnassingbé. Ok, maître, merci à vous. Merci, Merci infiniment. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à tous. Monsieur Lyon, vous avez la parole pour poser vos questions. Et vous serez la dernière personne. Et puis après, je n'ai pas de questions. Lyon. Mais je tiens juste à dire à Ferdinand, merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Il est temps pour que tout le monde puisse comprendre ce qui tourne. Si tu ne comprends pas ce qui tourne, tu es dans un environnement à défaut. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenez le bateau en marche. Je ne voudrais pas parler du train en marche. Ok? C'est tout. Junior, rassurez-vous que M66 est là. Ferdinand est là pour une nouvelle dynamique. Tout le réseau est en place. Maître Iou est là en France. Tout le réseau en place. La dictature va quitter en 2026. Inch'Allah. Merci. Et à bientôt. Merci. Maître, je vous envoie les dernières questions qui me sont parvenues. Quelqu'un me demande quelles sont les failles juridiques dans les contrats au port de Lomé. Les failles juridiques. Les failles, il faut étudier tout le contrat pour savoir si les failles, déjà, c'est la première faille, c'est la violation de nos textes
Du fait que, par exemple, on exonère totalement Bolloré des droits d'investissement, de certains droits, alors que non. Ça ne devrait pas. Donc, le contrat, il devait pas être valable à partir du moment où on accorde des conditions exceptionnelles contraires aux textes qui régissent notre droit fiscal. Alors, quelqu'un demande un contrat à la force obligatoire d'une règle de droit, mais il peut être frappé par une nullité si les conditions de validité en amont ne sont pas respectées. On peut dans ce cas demander la résiliation ou la résolution. Oui, alors on peut demander effectivement, mais qui est habilité à demander? C'est l'une des parties. C'est l'une des parties. C'est soit le Togo, soit Bolloré qui peut demander la résiliation ou la résolution du contrat s'il estime qu'il y a une violation. Parce que quand on dit qu'il y a une violation d'une partie de choses, c'est que la volonté, la manifestation de la volonté a été violée, n'a pas été respectée, ou une partie estime qu'elle a été lésée de choses, mais c'est les parties qui sont habilitées à le faire. Un tiers ne peut pas aller rompre un contrat de choses. C'est-à-dire que quand deux personnes font un contrat, un tiers ne peut pas venir dire votre contrat, je le fais annuler, sauf le juge. D'accord. Voilà. Alors, quelle peine Bolloré risque dans cette affaire? Il risque jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans de prison? 10 ans de prison. Mais connaissant la justice française, est-ce qu'ils ne vont pas lui donner sursis avec quelques amendes et puis l'affaire est classée? Oui, à mon avis, alors, dans ce dossier, il y a une partie du dossier qui avait été réglée, puisque je n'ai pas tout dit, c'est trop long. Il n'y avait pas que Bolloré qui était poursuivi, la société Bolloré aussi était poursuivie dans le dossier. Mais la société Bolloré, l'État a conclu un accord où Bolloré a payé 32 millions d'euros à l'État français au titre de ce qu'on appelle le plaidé coupable. Hein. Pourquoi c'est à l'État français qui paie l'argent? 32 millions d'euros, c'est beaucoup? C'est une amende. Wow. C'est une amende. Comme là aussi, il va y avoir une amende pour l'État français. Même s'il n'y a pas de partie civile, ben, il n'y aura rien qui ira à un Togolais. Par contre, l'État français prendra des amendes. Si les Togolais ne sont pas nombreux à se constituer partie civile, on n'aura rien. Ah ben oui, ça dit que s'il n'y a pas de partie civile, il n'y aura rien. Par contre, c'est sûr qu'il y aura une amende pour le trésor public. Pour l'État français. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est cette somme-là qui a été déjà payée par le groupe Bolloré, enfin, la société Bolloré. 32 millions d'euros, ça fait quoi? Presque 16 milliards. Ah oui, on a payé ça. Donc c'est pour cela que la société n'est plus dans cette affaire. Okay. Donc on a trouvé un accord, plaidé coupable, ils avaient accepté, et c'est un des points d'ailleurs de combat de ces avocats, parce que ces avocats disent, ben, pourquoi on l'a fait accepter, la société a fait plaider coupable, et maintenant on dit que Bolloré lui doit être poursuivi, mais Bolloré est différent de la société, voilà, okay. C'est pas les mêmes personnes. L'État français, la justice française a estimé que, et la juge